Parce que le conflit, il est partout, il est à tous les niveaux, il est dans tous ces débats, il est jusque dans nos relations internationales les plus feutrées. Nous menons et on mène contre nous le combat le plus violent même que celui qui a conduit à la disparition de certaines espèces. C'est que au moment où l'impérialisme, n'est-ce pas, atteint son apogée en quelque sorte, dans l'état moderne, en tout cas au XIXe siècle, au début du XIXe siècle, l'Occident découvre que c'est l'Égypte et une Égypte noire qui a apporté tous les éléments de la civilisation à l'Europe. Et cette vérité, il n'était pas possible de l'exprimer. Voilà la vérité, voilà la réalité. C'est que l'Occident qui se croyait chargé d'une mission civilisatrice en direction de l'Afrique, découvre, en fouillant dans le passé, que c'est précisément cette Afrique noire, aujourd'hui son esclave, cette Afrique noire apparemment en régression, c'est bel et bien cette Afrique noire qui lui a donné tous les éléments de la civilisation, aussi extraordinaire que cela puisse paraître. Et cette vérité, tous les savants n'étaient pas également disposés à l'exprimer sans nuance. Donc, la communauté des savants s'est scindée en deux groupes. Les savants de bonne foi qui ont eu le courage de regarder la vérité en face et de dire aussi extraordinaire que cela puisse paraître. Pourtant, c'est cela. Et Volney faisait partie de ces savants. Il était contemporain de Napoléon Volney. C'est un savant du 18e siècle, 19e siècle qui a voyagé beaucoup et qui est contemporain de Napoléon. Il faisait partie de ceux qui avaient le courage d'exprimer cette idée. Et ensuite, toute la lignée presque des égyptologues qui ont falsifié l'histoire de l'humanité de génération en génération et qui ont commis un crime le plus grave contre la science et l'humanité. Au sein de ces égyptologues aussi, il y a eu une tendance beaucoup plus modérée qui a essayé d'exprimer une vérité plus ou moins fardée. Voilà. Donc, c'est comme ça, de falsification en falsification, qu'on en est arrivé à dire que l'Égypte est un accident géographique en Afrique. Et quand on parle de l'Égypte, on parle de l'Orient. L'Égypte, c'est pas l'Orient, c'est l'Afrique. L'orientalisme est une frustration, c'est une falsification. Il faudra bien qu'il arrive un moment où, après 1000 vérifications, quand les Africains seront édifiés sur ces faits, qu'ils prennent leurs responsabilités et que dans certains domaines quand même, qu'ils s'écartent de l'idéologie parce que les autres font de l'idéologie, même si aujourd'hui ils occupent le haut du pavé, même si aujourd'hui ils sont les pays les plus développés, ils ont failli dans le domaine de la transmission des connaissances dans le domaine des sciences humaines. Ils n'ont pas été capables, ils ont falsifié parce que ce sont des savants de très haut niveau. C'est pas par ignorance, mais c'est par idéologie, c'est par réaction purement humaine qu'ils ont falsifié. Il y a eu des falsificateurs de l'histoire, ils ont commis ce que j'appelle, et je pèse bien mes mots, un véritable crime contre l'humanité, parce que c'est dégradant pour quelqu'un qui est chargé de propager le savoir, de transmettre sciemment des contre-vérités. Et il y a des générations entières de spécialistes occidentaux qui ont été coupables de ce crime à l'égard de l'humanité. Et ils le savent. Ils le savent. Et après, c'est sur la base de ces faits falsifiés qu'on a formé des générations qui continuent à perpétuer, quelquefois de bonne foi, et qui même, une fois qu'on leur a démontré, qui, une fois formés ainsi, quand on leur démontre la vérité, même au tableau, par éducation, ils ne peuvent plus y adhérer. Les anciens Égyptiens, si nous voulons clarifier ce problème, il faut appliquer les mêmes poids et les mêmes mesures. Nous disons seulement que nous entendons par race, nous savons que la notion de race est une notion tout à fait relative. C'est une notion délicate à manier, mais il n'en demeure pas moins que l'on en parle. Et ce qu'on appelle globalement ou approximativement la race blanche en Europe, c'est ce que nous appelons globalement, relativement, la race noire en Afrique. Voilà, ça c'est clair. Alors, donc, il faudra maintenant absolument, pour bien voir, chaque fois renverser le problème pour savoir si les Africains sont sur une position correcte. Alors, nous verrons, comme je vous le disais, que, à propos de la race blanche, moi je vous ai dit que l'anthroposociologie
du milieu du siècle dernier et du début de ce siècle, hein, vraiment réalisé des œuvres extraordinaires. Et je cite ici une seule phrase, hein, de Lapouge, dans un article publié en 1897, où il ne posait pas moins d'une douzaine de lois fondamentales de l'anthroposociologie, dont quelques-unes sont bien typiques. Par exemple, la loi de répartition des richesses stipulait que dans les pays à mélange europeus alpinus, où il y a un homme, l'homme qu'ils appelaient l'homme européen, le dolichocéphale blond aux yeux bleus, et la race alpine qui passait pour une race asservie. Donc, Lapouche disait que dans tous les pays où il y a ce mélange, la richesse croît en raison inverse de l'indice céphalique. Voilà comment on faisait de la micro-anthropologie en Europe au siècle dernier. Et il est évident que pour ces hommes, il n'y avait pas de nation européenne au sens où on l'entendait. Et pour eux, c'était la classe aristocratique supérieure. L'Europe n'était pas encore très engagée dans la colonisation. Elle commençait à peine. Alors, cette micro-analyse explosive s'appliquait au territoire européen même. Et la classe dominante, n'est-ce pas, voulait établir une distinction de race, c'était la micro-analyse explosive. Alors cette méthode, maintenant, l'Europe l'a dépassée. Elle a compris qu'il y a une façon de prendre les choses à l'échelle macroscopique, et aujourd'hui, nous ne distinguons plus en France une race alpine et une race européenne dolichocéphale. Bien qu'il y ait des nations dans le Nouveau Monde qui tiennent compte de cette existence jusqu'à présent dans les lois et dans les quotas de migration. Alors, donc, nous sommes là encore, toujours arrivés, toujours à cette contradiction fondamentale. Ce sont des Blancs qui ont la peau noire. Vous voyez bien, il faut sortir de là. Moi, je crois que nous sommes là pour aider justement à l'émergence d'une nouvelle conception des choses. Je crois que dès l'instant, et ceci vient de l'éducation qu'on a reçue pendant ces derniers siècles, les uns et les autres, forcément, hein, tous ceux qui ont vécu dans cette nouvelle idéologie, n'est-ce pas, de l'époque industrielle, ne pouvaient plus se faire à l'idée d'un nègre responsable d'une création. Voilà la difficulté. Elle est psychologique, elle est dans l'esprit. C'est donc au niveau de la perception. Dès qu'une race est responsable d'une civilisation, même si elle est noire de la tête aux pieds, même si elle est lipue, même si elle est prognate, elle ne peut plus être perçue, occidentalement parlant, comme étant nègre. Le nègre, c'est un être qui n'existe nulle part. C'est un être blanc ou noir qui n'a pas créé de civilisation. Mais dès qu'on a créé une civilisation, on doit sortir de cette catégorie, même si on est noir de la tête aux pieds. Je crois que c'est cette image-là qui, même lorsqu'on est devenu, adulte, quand on raisonne et qu'on dispose de toutes ses forces intellectuelles, de toute sa force intellectuelle, et qu'on se croit affranchi des traces, si vous voulez, des entraves de ces premiers moments de la formation intellectuelle, eh bien, souvent, ce n'est pas tout à fait le cas. Et c'est ce qui reste, et c'est dans le subconscient, la plupart du temps. C'est cette fuite de la réalité palpable pour trouver à tout prix une interprétation. L'image la plus correcte, la plus adéquate pour la décrire, eh bien, c'est la lampe philosophique. La lampe philosophique, vous savez ce que c'est, que je ne vais pas donc vous la décrire en détail, mais en tout cas, c'est une lampe qui brûlait selon des principes que la science n'avait pas encore expliqués jusqu'à ce jour, ou qu'elle venait de découvrir. Et les philosophes qui jusque-là avaient créé le monde sur la base d'autres principes, pour eux, ils étaient perdus, c'était en dehors des principes, en dehors de ce qui pouvait être. Par conséquent, la flamme était là, mais elle n'existait pas. Et la négation de la race égyptienne aujourd'hui, en dépit de toute cette réalité palpable que je mets sous les yeux des plus grands spécialistes du monde, hein, n'est-ce pas? Eh bien, c'est cela. C'est cet effet de l'éducation, je crois. Mais il y a un autre faisceau de preuves sur lequel il faut insister et qu'on ne peut pas minimiser non plus. Les ancêtres des Européens actuels, les Latins et les Grecs, qui étaient arrivés au stade de la lucidité et de la maturité, les philosophes, les savants de l'Antiquité ont tous déposé dans le même sens. Et ils nous ont presque unanimement tous dit que les anciens Égyptiens étaient des nègres. Et les Grecs, à l'apogée de leur civilisation, n'avaient aucun intérêt au 5e siècle, au moment où l'Égypte avait déjà perdu son indépendance sous les Perses. Parce que c'est à cette époque qu'Hérodote a visité l'Égypte. Les Grecs n'avaient aucune raison particulière de nous dire que les Égyptiens étaient des nègres et que ce sont eux qui leur ont donné tous les éléments de la civilisation. Et nous sommes pratiquement au bout du métissage égyptien.
Ça faisait 3000 ans d'histoire pendant lesquels les Égyptiens se métissaient, mais malgré ce métissage intense, le peuple égyptien était plus ou moins comparable au peuple antillais. Les constantes raciales n'étaient pas bouleversées. On n'avait pas l'impression d'avoir un blanc devant soi, parce que tous les témoignages de l'Antiquité sont là unanimes. J'en arrive maintenant, très rapidement, aux autres preuves. Les preuves positives que l'on peut fournir montrant que les anciens Égyptiens étaient des Noirs, il y en a une qui résulte de mes propres investigations. Je m'étais dit que si les anciens Égyptiens sont des Noirs, on peut le savoir en étudiant la peau des momies. Effectivement, j'ai procédé à une telle étude et j'ai déposé la conclusion dans un article, j'en ai parlé aussi dans le cadre du congrès du Caire. C'est-à-dire que si vous faites des prélèvements, vous pouvez montrer des préparations de l'ordre de quelques microns, de quelques 4 à 5 mu. Vous pouvez éclaircir avec du benzoate d'éthyle. Vous pouvez regarder en lumière polarisée ou même en lumière naturelle. Si vous regardez en lumière polarisée, vous pouvez rendre fluorescents les grains de mélanine. Et il reste encore, quel que soit le traitement de la peau de la momie, il reste encore suffisamment de mélanocytes avec suffisamment de grains de mélanine pour qu'on se rende compte que c'est une peau qui contient un taux de mélanine incompatible, n'est-ce pas, avec l'idée d'une race leucoderme.